de l'hémostase. Et donc, pour commencer, on va donner une définition. L'hémostase est un ensemble de mécanismes biochimiques et cellulaires. Biochimiques parce que ça fait intervenir un ensemble de protéines tels que les facteurs de coagulation, les facteurs de vol vibrante, et cellulaires parce que l'hémostase fait intervenir certaines cellules telles que les plaquettes, les cellules endothéliales, etc. et qui assurent la prévention de saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de lésions vasculaires. Et on parle ici de lésions de petits vaisseaux, car les grands vaisseaux, la lésion de grands vaisseaux nécessite une hémostase dite chirurgicale. Donc, l'hémostase est divisée en 3 étapes essentielles. La première, c'est l'hémostase primaire. Et cette hémostase primaire va aboutir à la formation de clous plaquettaires ou de thrombus blancs, qui est tout simplement un agrégat plaquettaire. La deuxième étape est appelée coagulation plasmatique. C'est la transformation du fibrinogène en fibrine, qui va aboutir à la formation de cailloux et fibrinoplaquettaires insolubles, vu que la fibrine est une substance en forme de gel et donc elle va permettre de coller les plaquettes les unes aux autres. Et la dernière étape, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse aboutit à la dégradation du caillou, bien sûr, pour ne pas laisser déborder le phénomène d'hypercoagulabilité et entraîner une thrombose. Donc il existe un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose. Et toutes ces étapes vont aboutir à l'arrêt de l'hémorragie, à la réparation du vaisseau endommagé et la réimperméabilisation du vaisseau ultérieurement. Et toutes ces étapes sont des mécanismes purement physiologiques. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et dans un corps humain, ces 3 étapes sont bien imbriquées les unes aux autres. On divise l'hémostase en étapes dans un but purement pédagogique. Ce tableau montre la chronologie des différentes étapes de l'hémostase. La première, c'est la vasoconstriction réflexe qui va durer environ 30 secondes à peu près, puis va commencer l'étape de l'hémostase primaire après 5 minutes. Il va durer 5 minutes, pratiquement au même moment que la coagulation plasmatique, alors que la coagulation va durer 10 minutes. Et juste après, va débuter le processus de la fibrinolyse qui lui durera entre 48 à 72 heures. Donc, on va décrire cette hémostase en 3 épisodes, vu qu'il existe 3 étapes. Le premier épisode, c'est l'hémostase primaire.
Et comme un générique, on va introduire les différents acteurs. Le premier acteur, c'est la vedette, la plaquette. Le deuxième, c'est le vaisseau, puis le facteur de von Willebrand, et dernièrement, le fibrinogène. Donc, la plaquette est une cellule qui naît dans la moelle osseuse. Elle est issue de fragmentation de cytoplasme de mégakaryocytes dits plaquettogènes. Voici un mégakaryocyte plaquettogène. C'est une très grande cellule, environ 60 micromètres de diamètre, et ce mégakaryocyte va libérer environ 1000 plaquettes. Et comme tout être vivant, cette plaquette va mourir après 8 à 10 jours, ou elle va mourir dans la rate surtout. Voici ce qu'on peut voir sous un microscope électronique à balayage. Un agrégat de plaquettes, un amas de plaquettes. Les plaquettes sont des éléments sous forme de lentilles biconcaves, discoïdes, de 2 à 3 micromètres de diamètre et de 1 micromètre d'épaisseur. Voici un frottis de sang étalé sur une lame et coloré au May Greenwald and Gamesa. Observé en microscopie optique. À gauche, vous voyez que les plaquettes sont isolées et éparpillées sur la lame. À droite, vous avez un amas de plaquettes, ce qu'on appelle un agrégat de plaquettes. Eh bien, la différence entre ces deux frottis, c'est que le premier a été recueilli sur ce qu'on appelle un anticoagulant, qu'on appelle l'EDTA. Et normalement, l'EDTA inhibe l'agrégation plaquettaire. À droite, le frottis a été réalisé à partir du bout du doigt. Une goutte à partir du bout du doigt a été étalée sur la lame puis colorée. Et donc, sans utilisation d'anticoagulants. Voici à quoi ressemble une plaquette en microscopie électronique. Premièrement, la plaquette contient des mitochondries pour la respiration. Oui. Aussi des amas de glycogène comme source d'énergie. Des lysosomes, des vacuoles qui vont excréter des enzymes protéolytiques. Les microtubules qui constituent le cytosquelette de la plaquette. Et donc, ces microtubules permettent de maintenir la forme discoïde de cette plaquette. Elle contient aussi des filaments d'actine qui, eux, sont associés à des filaments de myosine. Et comme on le sait tous, les filaments d'actine et de myosine servent à la contraction cellulaire, bien sûr, la plaquette, elle se contracte et elle se relâche. Puis le système canaliculaire ouvert, ce sont de simples invaginations dans la membrane cellulaire. Ces invaginations augmentent la surface de contact avec le milieu extracellulaire. Le système tubulaire dense
qui est un réservoir de calcium. Et on va le voir dans ce cours, le calcium est un élément très important dans l'hémostase. Enfin, les granules alpha et les granules denses, qui sont des éléments très importants dans l'hémostase primaire, et ces granules alpha contiennent entre autres de la bêta-thromboglobine, qui est une substance qui intervient dans la contraction de la plaquette, le facteur 4 plaquettaire qui est un anti-héparine, le PDGF, le Platelet Differentiation and Growth Factor. C'est le facteur de différenciation et de prolifération des plaquettes. Et dernièrement, le facteur de Van Willebrand, dont on va décrire de manière plus détaillée dans ce cours juste après. Et après, les granules denses contiennent de l'ATP, de l'ADP, comme source d'énergie encore. De la sérotonine. La sérotonine est une amine vasopressive. Elle permet de maintenir la vasoconstriction réflexe. Et encore une fois, le calcium. Voici une membrane plaquettaire vue en microscopie électronique. Cette membrane plaquettaire est constituée d'une double couche de phospholipides, ce qu'on appelle la mosaïque fluide. Cette double couche de phospholipides repose sur des microtubules. Vous vous rappelez, les microtubules servent à maintenir la forme de la plaquette, disposent de la plaquette et donc interviennent dans la formation du cytosquelette de la plaquette. L'acide sialique, qui est un précurseur de l'acide acétylsalicylate, et tapisse la surface de la plaquette. On sait que l'acide sialique est chargé négativement. Et lorsque deux plaquettes se rapprochent, elles vont automatiquement se repulser vu qu'elles ont la même charge. Les glycoprotéines plaquettaires. Cette membrane plaquettaire est transpercée par des glycoprotéines. Et dont la plus importante, c'est la glycoprotéine MB et la glycoprotéine 2B3A. La glycoprotéine MB sert à l'adhésion plaquettaire ou sous-endothélium lorsqu'il y a lésion vasculaire. Et donc, l'absence de glycoprotéine MB va entraîner ce qu'on appelle la maladie de Bernard-Soulier et qui se manifeste par un déficit en glycoprotéine MB et donc un défaut d'adhésion plaquettaire. La deuxième glycoprotéine, c'est la glycoprotéine 2B3A. Grâce à cette glycoprotéine, les plaquettes vont s'agréger les unes aux autres et donc c'est l'agrégation plaquettaire. L'absence de glycoprotéine 2B3A va aboutir à une
pathologie qu'on appelle la thrombasténie de Glanzmann, qui est un défaut d'agrégation plaquettaire dû à un déficit en glycoprotéines de B3A. Et dernièrement, certains facteurs de coagulation sont chargés positivement et donc ils vont venir s'absorber sur la membrane plaquettaire.